Ça aurait été le choix d'abord le plus pertinent d'un point de vue politique et économique. Ça aurait été le choix le plus juste parce que nos pères ont été déracinés. Il faut discuter. Moi, je discute beaucoup avec les anciens. J'ai même un projet de livre sur la mémoire des anciens, sur leur rapport aux ouvriers français, sur leur rapport au patronat, sur leur rapport à la France, sur la façon dont ils vivaient leur solitude, leur vie sexuelle. Enfin, c'est toute une tragédie. C'est 30 ans d'histoire sur laquelle, encore une fois, seul un certain courant, une certaine vision du monde et une certaine conception de la question sont les seuls qui ont écrit sur le sujet. Et donc, quand on discute avec eux, bien sûr qu'ils étaient prêts à rentrer. C'est une évidence. Ça faisait 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains qu'ils avaient quitté leur bled, leurs racines, leur terroir. Leurs femmes, pour certains, étaient encore là-bas. Ils avaient accumulé un pécule parce que c'était le but du jeu pour eux, pour pouvoir retourner chez eux. Et là, contre toute attente, non seulement en contradiction avec la réalité économique, en contradiction avec les attentes personnelles de ces gens-là, en contradiction avec les besoins de leur pays, puisque avoir 15 ans d'expérience dans une usine Renault en France, même en tant que simple ouvrier, c'est réellement un plus pour un ouvrier maghrébin ou africain. Donc tous les éléments étaient réunis pour pouvoir faciliter leur retour, et bizarrement, qui décide de leur maintien? C'est pas n'importe qui, c'est pas la gauche, c'est pas au nom d'un soi-disant humanisme, c'est quand même la droite, c'est Giscard, qui est encore entouré qui est entouré au niveau des hauts fonctionnaires et du système d'État, qui est encore entouré par les anciens, dont certains des anciens de l'OAS qui ont été graciés, ou en tout cas graciés par le régime gaulliste. Donc des gens qui avaient toutes les raisons, à la fois idéologiques mais aussi affectives, puisqu'ils s'étaient quelque part fait virer du bled, de les renvoyer. Donc ces gens-là qui sont censés potentiellement être les gens qui, pour des raisons idéologiques, psychologiques, personnelles, économiques et politiques, mettre fin à cette immigration volontaire organisée par l'État, eh bien, contre toute attente, décident de les maintenir sur le sol national. Alors qu'il n'y avait aucune pression politique en face. À l'époque, il n'y avait pas les mouvements de gauche et d'extrême gauche qui viennent mettre des petites tentes au bord des quais pour dire les pauvres sans-papiers. Il n'y avait aucune pression médiatique ou politique en face pour dire de les maintenir, de ne pas les renvoyer. Or, donc, c'est ce gouvernement-là, qui est donc complètement intimement lié au patronat et au grand patronat et à la finance, c'est l'ensemble de ce système politique qui décide, 1, de les maintenir, 2, de voter le regroupement familial, c'est-à-dire de leur dire vous pouvez ramener vos femmes, sous un prétexte humaniste quand on écoute les discours de l'époque. Pendant 30 ans ou 20 ans, ces hommes célibataires, leur souffrance, leur solitude sentimentale n'avaient fait l'objet d'aucune considération. Et bizarrement, on décide que Mamadou, il a besoin de sa Fatouma et Rachid, il a besoin de sa Rachida pour pouvoir vivre mieux et avoir des enfants. Donc l'histoire de l'immigration, depuis le début, finalement, c'est une histoire de calcul, de complot politique, dont nos pères, et nous-mêmes aujourd'hui encore, sommes le jouet. Donc cette immigration aujourd'hui, elle a été donc programmée, elle a été organisée, et elle a été planifiée, et elle est devenue massive. Et il s'avère que une partie de cette immigration aujourd'hui revient à l'islam en ayant une visibilité culturelle ou religieuse, religieuse et culturelle, qui effectivement bouleverse complètement le paysage français, que les Français ne comprennent pas parce qu'elle apparaît soudainement. Et en tant que musulman, je pense, et on pourra le démontrer dans une prochaine vidéo, je pense que les musulmans doivent donner un signe fort aux élites, à la doxa majoritaire, qui est que, d'abord l'immigration n'a aucun sens quand on a 40% de chômage dans les banlieues. Donc les musulmans doivent se positionner contre l'immigration, qu'elle soit choisie, qu'elle soit légale ou qu'elle soit illégale. Parce que c'est en vérité économiquement faux, et ça se démontre. Et deuxièmement, et là c'est mon approche personnelle, je pense que c'est le plus grand danger qui menace la stabilité de l'islam en France et en Europe. Parce que les populations musulmanes qui arrivent aujourd'hui, puisqu'elles sont encore majoritairement musulmanes, arrivent dans deux pays qui sont en pleine ébullition, en pleine transformation théologique, sociale, et viennent avec un rapport à la foi musulmane qui n'a rien à voir avec les 30 ans de travail et de réflexion et de sédentarisation de cet islam français. Donc ces populations viennent aussi bouleverser et freiner, voire anéantir le travail d'érudition islamique qui a opéré depuis 30 ans. Et donc, on doit dépasser les sentiments. Certes, effectivement, il y a un sentiment naturel de fraternité, parce qu'il y a les mêmes origines, etc. Mais en tant que musulman, et si on est dans le politique,
on n'est pas dans le sentimental. On est dans des décisions qui sont parfois effectivement dures, brutes, et je pense que nous devons réfléchir à cette question en tant que musulmans, nous prononcer, et à titre personnel, je pense que c'est une erreur d'essayer de justifier cette immigration, parce qu'au final, Besancenot qui défend les sans-papiers, quand la récréation sera finie, et qu'elle sera sifflée, et que la Saint-Barthélemy va pouvoir commencer, parce que c'est ça le véritable risque, quand l'état de droit, comme je le disais tout à l'heure, explose, il reste que le ressenti, et le ressenti des Français depuis 40 ans, à mon sens, il n'est pas simple. Et bien à ce moment-là, le petit facteur, qu'est-ce qu'il dira? Ah ben non, mais pour les sans-papiers, je me suis planté. Et d'ailleurs, je m'appelle Olivier, je ne m'appelle pas Mamadou. Et dans ce cas-là, c'est Mamadou et ses descendants qui vont payer le prix.